chers loulous et chers loulous, ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette 4e vidéo de Je peux pas, j'ai cinéma. Voilà, cette vidéo donc dans un premier temps arrive en retard tout simplement grâce à ça. Vous entendez pas cette voix cristalline, parfaite, absolument magnifique. Ben voilà, c'est le micro que j'ai reçu tout simplement aujourd'hui. On est actuellement samedi, donc je commence à tourner samedi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un film américain, Die Hard 5, A Good Day to Die Hard, en français, Une belle journée pour mourir. Film réalisé par John Moore, à qui l'on ne doit pas grand-chose finalement. Ses échecs les plus retentissants étant Max Payne en 2008, mais surtout En territoire ennemi en 2001. Scénarisé par Skip Woods, à qui l'on doit malheureusement Hitman Agent 47 en 2015 ou encore Hitman en 2007, mais qui nous avait pourtant divertis avec humour lors d'Opération Espadon en 2001, ou encore bien divertis et bien amusés avec l'Agence Touriste en 2010, surtout bien sûr quand même grâce à Joe Carnahan. La musique est composée par Marco Beltrami, qui est un bon compositeur à qui l'on doit entre autres la musique de Dans la brume électrique en 2009, Des mineurs en 2008, 3h10 pour Yuma en 2007, ou encore 3 enterrements en 2005. Le directeur de la photographie est Jonathan Sella, à qui l'on doit entre autres la photographie de John Wick en 2014. Le film est monté par Dan Zimmerman, à qui l'on doit le montage de My All American en 2015. T'es prêt, Kiki? Je le sens pas aujourd'hui. Je crois que j'ai le vertige. Faut dire qu'on est monté à l'étage, mais vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Suspense. Top. On descend pas plus bas, hein. Voilà, c'est compliqué, hein, on est au maximum possible. Hein. Allez, remontons. Tadam 1 minute 30. Dès la première minute du film, et ça c'est un coup de gueule contre tous les réalisateurs, hein, c'est pas juste contre John Moore, arrêtez de nous mettre des plans caméra à l'épaule. On n'en veut pas. On n'en veut plus. Sauf Darren Aronofsky. Toi, tu peux. Et où veux-tu qu'ils la foutent leur caméra alors? Sur un pied? C'est rigolo. Sur un pied ce sera encore pire que sur deux, mon con. Sur le pied d'une caméra, guignol. Comment ça? Tu sais pas ce qu'est un pied de caméra? Je me demande surtout qui tu traites de guignol. On arrive dans la prison et la seule intention de Monsieur Moore, c'est de nous faire vibrer sa lourde caméra. Absence donc de subtilité dans une scène où la seule justification explosive est celle de Victor Chagarin qui veut tuer Yuri Komarov dans la prison avant le procès. Victor Chagarin, Yuri Komarov. On peut déjà comprendre ceci par le dialogue, et on le comprend, ainsi que par la frustration de Victor Chagarin qui vient s'accrocher à la grille avec un désir de meurtre. Donc on a les infos de John, pas besoin de Peter Parkinson Berg en tant qu'encadreur. Il est juste jaloux que son pote ait un jeu d'échecs et pas lui. Il voulait tellement jouer avec lui. Tellement. Vu la lumière ou l'étalonnage vert, faudra m'expliquer. Hein. À part donner un aspect écologique à cette scène, c'est anti-esthétique et laid et rien de plus. Hein. Sauf si, comme Nicolas Winding Refn, il est daltonien. Mais bon, même concernant Nicolas, ça n'a jamais joué contre lui. Sauf peut-être dans Only God Forgives. John Moore a dû prendre tout le fric pour lui, du coup après il n'y avait plus le budget photographie. Après, cette scène elle est pas nulle, hein, on comprend des choses. Hein. La situation est présentée rapidement dans un dialogue pas trop mal écrit. Le jeu d'échecs précisant que chacun a sa stratégie pour faire tomber l'autre. Moi je pense que c'est John Moore qui doit kiffer les échecs. Surtout avec ce film. L'une des principales erreurs de ce film, c'est de l'avoir laissé à John Moore. Pour les raisons énoncées précédemment. C'est-à-dire sa filmographie. Il préfère une trivialité sans profondeur, très rythmée et ultra névrosante en exagérant ses intentions qui sont elles-mêmes répétées plusieurs fois par séquence. Pour mieux comprendre, allez voir En territoire ennemi, puis reposez-vous 2 semaines, prenez des RTT, allez voir votre famille, enfin vivez quoi. Non, pas un autre film de Moore là, s'il te plaît. Je crois que je vais vomir. Et à l'image de sa volonté de nous faire comprendre ses idées en les répétant, il nous met 2 fois dans le générique d'entrée que c'est lui qui réalise le film, à 3 minutes 09 et à 5 minutes, genre « Hey, c'est moi, John Moore, j'ai réalisé Die Hard 5 ». C'est pas quelque chose qu'il faut répéter sur les toits, hein. Enfin oui, pour Die Hard 1, Die Hard 2, Die Hard 3, oui, tu peux dire à tout le monde « c'est moi qui ai fait Die Hard ». Oh. Die Hard 5, non, tu fermes ta gueule, John. Tu pourrais nous le cacher, on comprendra que c'est toi qui réalise le film. Les seuls petits bons points au début du film, et je souligne au début du film, sont la musique, très entraînante, avec une montée d'adrénaline intéressante, et l'ambiance photographique bien esthétisée avec une composition multicolore travaillée. Ah oui, j'ai oublié, on a aussi un mannequin dans le film qui vient tourner une pub et montrer son cul.
En fait, le mec, il se croit dans Transformers. Où ça, la meuf? Elle est chanceuse? Pourquoi tu demandes ça? Juste pour savoir si elle a du cul. Ou pas. En plus, on a une bonne scène au début, à part le cadrage, entre John McClane et son coéquipier qui vient lui annoncer la situation de son fils. Un John McClane humain. Mais ça va vite disparaître, vous allez voir. 11e minute, John est dans le taxi et tente de se faire comprendre en russe par le chauffeur avant que ce dernier parle en américain. C'est drôle, mais ensuite le chauffeur ne chante pas une, pas deux, pas trois, mais bien 4 fois des chansons de Sinatra. Avant que McClane sorte dehors, et c'est John Moore qui nous met une 5e chanson de Sinatra, cette fois-ci, en musique additionnelle. On a compris. Ici, nous manquons clairement de subtilité. Pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas... Je suis à combien? 18e minute, explosion. Et John McClane se relève en 2 secondes au beau milieu d'une fusillade en appelant son fils à répétition. On a donc définitivement perdu le flic John McClane, averti et humain, pour un héros américain invincible et buté. Pas 5. Alors oui, buté, il l'est. Mais dans les précédents films, c'est un mec intelligent qui fait la différence entre témérité et idiotie. Pas 6. Minutes. C'est le plan Moore-Coke pour moi. Déjà qu'on a des plans difficiles à suivre dans la course-poursuite, mais ça tient parce que c'est rythmé, donc c'est justifié. Quand on est dans la base, on a le droit à des zooms, avec des jeux de lumière jaune-orange, à croire que les types sont en boîte, quoi. Le drone pareil, zoom, panoramique gauche-droite, tout ça dans un plan de 2 secondes. À 7. Et donc, on a du Moore à la sauce Moore, sans subtilité et plein de grossièreté. 23e minute, McClane, père intelligent, avec un petit camion, vient foncer dans un blindé russe qui contient à l'intérieur plusieurs personnes lourdement armées. Logique. Oh, 8. 6e minute, John McClane évite une roquette qu'il a quand même un peu provoquée. Il fait plusieurs tonneaux dans sa voiture dans laquelle il n'avait pas sa ceinture, et il ressort avec des vêtements repassés, il court à nouveau, et toujours sans aucune égratignure au visage. Je vous rappelle que dans le 1, Piège de cristal, John McClane est un mec qui a un morceau de verre dans le pied, ce qui fait mal, et il souffre dans son humanité. Mais c'est sa détermination qui l'aide à rester debout. Ici, on baisse la logique, et Bruce Willis, c'est maintenant le mec qui joue dans L'incassable. En beaucoup plus con. Ah, 9. 26e minute. On croirait que je fais le résumé d'un match de foot. John McClane se met au milieu de la route et se fait renverser par un véhicule qu'il voit au dernier moment. Pour le coup, c'est normal de se faire renverser au milieu de la route, là où en plus il n'y a même pas de passage piéton. Eh bien, McClane se relève, encore sans égratignure. Autant dire que le suivi costume, personnage, maquillage, on se le fout dans le fion avant de leur bouffer et se le mettre à nouveau dans le cul. Le même John, dont le boulot est normalement d'assurer la sécurité de tous, il vient mettre un pain au conducteur. Pas 10. Même dans l'écriture du scénario, personne chez 20th Century Fox s'est dit « On n'est pas en train de basculer dans un film d'action exagéré où on ne respecte pas les bases de logique et d'humanité lancées par McTiernan et Harline ?» Pas 11. Les mecs s'en foutent, ils abandonnent le film dès la 15e minute. 27e minute, on commence à comprendre le rigolo qu'est le méchant, le type qui tue ses propres mecs, qui fait des blagues de merde sans le moindre style, sans la moindre composition originale. Pas 12. Faut que je me calme. Respire, Olive, respire. Respire. 28e, John McClane descend d'un pont en roulant sur des camions. Ça reste une bonne idée, c'est rythmé, il y a de l'action. Mais ensuite, il roule sur le toit des voitures, avec son 4x4. Autrement dit, plus de tête pour les passagers et les conducteurs. À quel moment dans la saga John McClane met volontairement en danger la vie des innocents? Pas 13. 29e minute, à croire que c'est finalement toutes les minutes. John McClane revient avec plus d'entrain et fonce dans le blindé ennemi avec une voiture. Donc le mec apprend de ses erreurs et il tente de nouvelles tactiques pour éviter qu'une seconde roquette vienne lui frôler la tronche. Eh bien 14 Willy Waller 2006. On appelle ça un récit avec un personnage évolutif. Au lieu de taper l'avant de la camionnette de son fils, pour la redresser et s'enfuir avec eux, la petite voiture fonce dans le gros blindé, ce qui redresse la camionnette de son fils. On emmerde la logique. 30e minute, bien sûr, John McClane continue de foncer dans le blindé pour tenter de l'arrêter. Alors que le blindé a juste à tourner à gauche, et le véhicule de John McClane est broyé, et donc lui-même
et broyé, donc il est mort. Fin du film, court-métrage, ça nous aurait tous plu. On m'aurait fait chier de payer pour un truc si court. Attends, t'as payé pour ça? Pourquoi? On pouvait rentrer gratos? Ensuite, la cascade, il n'y a rien à dire. Hein. Le petit 4x4 qui fait changer de trajectoire, le gros blindé qui fait 3-4 fois son poids, qui prend une barrière, qui s'envole et qui chute du pont. Là, par contre, rien à dire, bel accident. On met enfin en pause le génocide de voitures. Tu sais quelle est la différence entre un accident Tu sais pas? Ah, je sais quelle est la différence entre un pigeon, mais pas entre un accident. Merde, je la raconte mal. Ensuite, Jack, qui décide de revenir aider John, ce qui est logique, puisqu'au début du film, Jack a pointé son arme vers la tête de John. Il voulait juste montrer son nouveau pistolet à papa. Toujours la même minute, McClane sort de sa voiture et devinez quoi? Il va bien, il va bien, il est toujours aussi beau, toujours aussi clair de visage, ses affaires sont toujours propres. Il se relève même plus vite que les personnes qui étaient dans leur blindé. Bon, elles ont quand même sauté d'un pont, les personnes dans le blindé, donc... Chargé. Quand on voit que John, sans ceinture, n'a pas d'égratignure dans sa voiture accidentée ou renversée par celle-ci, on est quand même en droit de se demander comment des mecs dans un blindé peuvent en chier au sol. Déchargé. Ensuite, McClane se met vraiment à découvert en haut du pont et demande au méchant sans charisme de lui tirer dessus. Même si c'est pour venir en aide au flic qui se fait allumer, McClane n'a pas d'arme, et donc il ne peut pas venir en aide au flic qui se fait tirer dessus, qui lui a une arme pour se défendre. Donc McClane devient encore plus idiot d'avoir mis sa vie en danger pour rien. Chargé. 33e, Jack va chez son acolyte avec Yori et John. C'est là qu'on voit qu'ils ont oublié le principal du film, John McClane. Il est méconnaissable, il n'a aucune utilité, il a des paroles insignifiantes et il fait de l'humour à chaque fois. Ah, ils ont dû le payer pour fermer les yeux, sûrement. Il faut savoir jauger, ne pas toujours faire la même chose. John McClane blague, mais pas tout le temps. Et dans les précédents films, il a un rire qui se partage. Et lorsqu'il utilise l'humour, c'est sous forme de phrases chocs et courtes qui apportent quelque chose à la scène. Ici, on dirait que tout tourne autour de ses blagues et de son humour. 35e minute, Yori passe un coup de téléphone et son téléphone affiche les numéros. Autrement dit, si on voit ces touches-là, c'est que l'appel n'a pas débuté. Ça, c'est au milieu de l'écran. Donc tu as le réalisateur, la script, le cadreur, le chef opérateur, qui voit ça, et coupé, elle est bonne. On se fout tout simplement de tout ici, que ce soit les lignes directrices des personnages, la logique des films d'action, car oui, normalement il y en a une, et on se fout du spectateur. Ils sont simplement venus empocher le fric de la 20th Century Fox. 37 minutes à 37 minutes et 41 secondes, John McClane fait 3 blagues, encore. On va arrêter de le noter parce que je pense que vous avez compris, l'humour mal utilisé et pas drôle bouffe le récit. Enfin, ça bouffe pas grand chose, parce qu'il n'y a pas de récit, vous me direz. Donc, en parlant de blagues, j'en connais une bonne. Raconte? J'ai 23 ans. Ah ouais, elle est bonne celle-là. Vous connaissez déjà la blague? Non, je connais la fille. 41e. Première ou deuxième scène avec un dialogue écrit qui fait passer des vraies informations sur les personnages. Ici, en l'occurrence, John McClane et Yuri. Et l'erreur d'avoir fait passer leur travail avant leur famille. Mais bon, pour John McClane, on était déjà au courant depuis longtemps, donc on n'innove même pas un petit peu. 45e minute, Yuri retrouve sa fille. John dit à Jack: besoin d'un câlin? Jack répond à John: c'est pas vraiment le type de la famille. John répond à Jack: c'est vrai. Alors peut-être que les scénaristes ont perdu une occasion de se taire. Bah moi je veux bien, câlin. Pas toi, chaton. Le genre de la famille. Mais s'il y a bien quelqu'un qui le sait en premier lieu, c'est John. T'as déjà effleuré le cuir?
50e, scène insipide entre Yuri et sa fille lorsqu'elle lui dit qu'elle fait ça pour l'argent, parce qu'elle était toute triste et sa vie était très difficile quand son papa chéri était en prison. Du coup, double peine pour le mec qui essaie de se ranger du bon côté. Bien sûr, cette scène est volontaire pour un retournement de situation en fin de film, mais ça reste très léger, pas assez creusé. Ensuite, on a cet ultra charismatique méchant qui mange une carotte. La même qu'on nous a mise profondément. On a rarement vu aussi ridicule. Si c'est une référence, elle est à des années-lumière du vrai charismatique Jeremy Irons mangeant un œuf dans Une journée en enfer face à Samuel L. Jackson. Un pur chef-d'œuvre du film d'action livré par John McTiernan. Le mec se met à danser. En fait, on remplit du vide avec du vide, et John Moore se prend pour un atome. Car ne savez-vous pas qu'un atome est rempli à 99,99% de structures lacunaires? Pardon, à 99,99% de vide. Alors comment se fait-il qu'on soit si physiquement rempli? Du coup, le film se prend pour un atome. Ce qui est d'ailleurs grandement manqué de respect aux atomes. 1h02, Jack et John fouillent des coffres de voitures. Ils découvrent des armes. Puis une victime enroulée dans du plastique. Puis d'autres armes. Bien sûr, le tout avec le sourire, puisqu'on sait que c'est toujours très drôle de découvrir un corps enroulé dans du plastique dans un coffre. 1h10, première scène touchante, aussi maladroite soit-elle. Entre John et Jack, le premier rapprochement humain entre un père et son fils, via un dialogue, au bout d'1h10. Ouais, on va essayer de ne pas se plaindre. Bon, le bon truc à la fin, c'est cette séquence où l'hélicoptère se crache contre l'immeuble et tombe en même temps que John et Jack au ralenti. C'était très créatif. Mais c'est tout. Voilà. Donc je vous propose qu'on s'arrête là pour Die Hard 5, A Good Day to Die Hard. Bon, résumons les points positifs du film. Maintenant que c'est fait, passons aux points négatifs. Premier point, l'absence de respect du personnage de John McClane. C'est un flic méritant qui ne gagne pas grand-chose et qui n'a pas de vie heureuse. Mais c'est avant tout quelqu'un d'humain dans son travail. Il est présent quand les autres ne le sont pas, il a un code moral qui va directement vers les innocents, et quelquefois il ne respecte pas les ordres dans le but de donner la justice. Ici, on a un mec qui veut discuter avec son fils, faire des blagues et tirer des coups de feu. Très différent du John qu'on a au début du film, heurté d'apprendre que son fils a peu de chances de recouvrer sa liberté. Un mec dénué de tout sens moral et stratégique. Ce qui nous amène au deuxième point. Pas d'évolution, mais au contraire un recul et une destruction d'un personnage, et ce, sans aucun état d'âme. On nous dépeint un McClane débile face au danger, qui ne prend plus aucune précaution, et qui n'a plus du tout recours aux artifices qui le caractérisaient avant. Alors que putain, c'est John McClane. Un peu tête brûlée, oui, mais jamais con. Et lorsqu'il fait le choix le plus correct selon lui, il donne le tout pour le tout avec un certain détachement lorsqu'il n'a plus aucune chance. Troisième point, un humour excédent, exagéré et pas du tout subtil. Plus on met d'humour, plus on enlève le côté dramatique. Mais les Die Hard, c'est pas que de l'action qui se passe bien, il y a aussi du suspense, de la peur, et c'est ça qui rend le récit plus vivant. Si on sait que les personnages sont badass et décontractés, alors on regarde Demolition Man où on s'amuse vraiment. Là, on détruit le divertissement qu'on aurait dû trouver, simplement. Et en plus, dans Demolition Man, on a 1000 fois plus de sensibilité qu'ici. Quatrième point. Beaucoup de vide, pas de dialogue intéressant, aucune information, pas de profondeur et donc beaucoup de superficialité. Il faut que les dialogues aient du sens. Il faut qu'on apprenne des choses dans l'image, dans les intentions de la mise en scène, mais aussi et surtout dans les dialogues. C'est la chose dont on se nourrit. Donc une écriture inexistante, une histoire fébrile remplie par de l'action, mais action ne veut pas dire uniquement rythme, bruit fort et mouvement de caméra rapide nourri de stupidité. Cela veut dire rythme, composition, mise en scène, aller à l'essentiel, faut que ce soit haletant. En parlant de la mise en scène, cinquième point, trop bancal. Aucune identité si ce n'est celle de la superficialité et de la débilité, trop peu d'intention, juste celle de la caméra qui tremble. C'est insuffisant. Sixième point,
des interprétations à l'image des personnages, du beau gosse. On soigne les apparences sans construire de corps. Les acteurs n'ont rien à jouer, donc ne jouent pas et donc ne vivent pas. Ils apparaissent et posent. 7e point. Le monteur. Bon, je le blâme pas trop parce que quand ton réalisateur te ramène uniquement 8 bons plans dans tous les rushs, bon, les rushs c'est tous les plans qui ont été tournés, 8 bons plans sur tous les rushs, c'est un peu compliqué de s'en sortir. Mais même encore, je pense qu'il s'est fait avoir par les demandes du réalisateur John Moore, certainement la volonté de donner du rythme à des plans qui n'ont pas de sens. Et du coup, le résultat en est encore plus gerbant. Les 2 seuls montages corrects qui résident dans le film, le premier, c'est la scène de l'explosion au tout début du film, ou encore celle du blindé qui chute du pont, avec ce son sourd très artistique. C'est tout. 8e point, le scénario. On aurait tous apprécié en avoir un. Parce que quand on prend la globalité du film, donc 1h35 pur, on va dire, on a 30% du film qui est composé par des courses-poursuites. On rajoute à peu près 20 à 30% de scènes de coups de feu ou de courses à pied ou de temps mort. On arrive à 2/3 du film. Il nous reste à peu près 1/3 du film pour poser des bases de personnages, d'évolution de personnages et d'évolution du récit. Alors si on avait un scénario très bien écrit, avec des dialogues qui allaient directement à l'essentiel, ça pourrait le faire. Mais c'est pas le cas. Vous vous en rendez compte après avoir vu le film. Voilà, j'en ai fini avec ce film. Je vous souhaite une très bonne semaine, en espérant qu'elle se déroule bien. Sur ce, I'm on fucking vacation.